On a l'honneur de commencer cette première série de shoot interview avec Christophe Ajus, animateur sur RTL 9, un des pionniers sur internet pour mettre le catch en avant. Bonjour. Alors il faut préciser aux gens que nous sommes juste quelques heures après le show de la 2FC. Quelques longues heures. Quelques longues heures. Bon, je sais pas si quelqu'un sait comment je suis devenu fan de catch, je l'ai raconté souvent, mais c'est quand j'étais tout petit, j'avais 5 ou 6 ans, ou peut-être 4 ans, je sais plus très bien, je regardais le catch sur Canal+ avec mon voisin. Et cet énergumène essayait les prises sur moi, sur mon canapé, il me faisait très très mal. Il m'a fait beaucoup souffrir à me porter la prise de l'ours et toutes les prises de l'époque d'André le Géant, Hulk Hogan, tout ça. Et en grandissant, je suis resté fan de catch. Et lui, bon, un peu moins, maintenant il a complètement oublié, mais moi, il m'a traumatisé à vie. Et voilà comment j'ai appris à aimer ce divertissement sportif que nous aimons tous. Exactement, des recherches qui ont été faites. Ça se voit, non. Ah, tu t'en souviens encore? Je m'en souviens encore. C'est bien. Ça a regroupé environ 250 personnes, si je me souviens bien. Sur la fin, plus près de 500 et quelques. Donc justement, est-ce que tu peux un peu nous parler de AWN 2000? Comment tu as créé ça? Comment tu as fait pour avoir les news au début? Parce que maintenant ça paraît évident pour tout le monde, mais à l'époque il n'y avait rien, c'était pas aussi populaire que maintenant. Alors comment tu as fait pour faire AWN 2000? Qui t'a aidé? Et qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Combien il y a eu de numéros? Au début, il y a eu AWN tout court, Alternative Wrestling Newsletter, qui a duré environ 40 ou 50 numéros à raison d'un numéro par semaine. Non, ça n'a quand même pas duré un an, je pense, enfin un peu moins. Et on avait créé ça parce qu'il y avait un autre pionnier des fans de catch sur internet qui s'appelait ECW Jeff, qui a complètement disparu. D'ailleurs, si tu regardes cette cassette un jour, recontacte-moi. Il était donc fan de la ECW à une époque où personne ne savait ce que c'était, on n'en avait jamais entendu parler, lui il savait déjà tout. Quelques mois plus tard, il s'est resurnommé Indie Jeff, parce qu'il était fan des Indies 5 ans avant tout le monde, quoi. Et il avait créé le French Ring, ce qui était la première newsletter française sur le catch, où j'ai direct participé en postant, je sais plus ce que je postais, les résultats de Nitro sur TNT ou un truc comme ça, je sais plus. Et comme il envoyait toujours ses numéros très en retard, il n'était pas très ponctuel sur la façon de faire ses numéros, j'ai un jour, dans la chambre d'ordinateur de Monsieur Naniwa, grand fan de catch que je cite très régulièrement dans mes articles dans Génération Catch, on était tous les deux, on faisait des études d'éco au lycée, et nous avions évidemment, comme tout bon élève en première éco et en terminale éco, nous étions abonnés à Alternative Économique. Et j'étais chez lui et je me disais, putain, il faut qu'on fasse une newsletter et tout. Moi, depuis tout gosse, j'ai encore des classeurs chez moi qui datent de 92, 93, où je collais des photos des magazines de la WF. Je faisais mon journal pour moi tout seul, j'avais juste un pote qui le lisait, quoi. Et je me disais, bon, il faut qu'on fasse un truc vachement sérieux et tout. Et donc, Alternative Wrestling Newsletter. Et donc, c'est né comme ça. On a d'abord fait quelques numéros, ça a pris moyennement, on avait 50 abonnés au début. Les gens s'en foutaient, on se faisait surtout bien critiquer par les Québécois qui, déjà à l'époque, étaient vachement durs avec nous, pauvres Français. Et finalement, au bout de quelques temps d'inactivité, on a recommencé, et là on l'a appelé 2000, évidemment c'était la grande mode, on approchait de l'an 2000. Et là, ça s'est bien lancé, on a eu une super équipe, on avait des Québécoises, Cara qui faisait les reports de Ra, on avait la créature de la nuit qui faisait des superbes chroniques. Et on avait plein de gens qui, plus ça allait, plus les chroniqueurs se rajoutaient, plus les gens demandaient de numéros. Au début, on a commencé par 1 par semaine, ensuite 2, ensuite 3, et je crois que sur la fin, on en avait 5 par semaine, c'est-à-dire le mardi, le jeudi, vendredi et dimanche. Je vais pas compter, mais bon, je crois que ça fait 4 ou 5. Et donc, au final, ça a fait plus de 500 numéros, je crois, et il y avait donc plus de 500 abonnés. Ouais. C'est qu'à l'époque, quand un fan arrivé sur internet, bon déjà le truc le plus courant à l'époque c'était AOL, donc tout le monde plus ou moins avait AOL. Et quand un fan de catch arrivait sur AOL, déjà tu le repérais rapidement. Tu pouvais faire tous les jours profil, rechercher par critères, catch, tu mettais catch, au début tu avais 10 réponses, ensuite 15, 20, et les mois passant, tu en avais 100, 150.
Et les mecs, dès qu'ils arrivaient, disaient, moi je suis le plus grand fan de catch du monde, je connais tout et tout. Et moi-même, au début, j'étais comme ça, quoi. Je croyais tout connaître parce que j'avais suivi la WWF toute ma vie. Puis bon, j'ai découvert évidemment énormément de choses. Et c'est vrai qu'avec la WN, les gens se sont rendus compte qu'il existait des tas de fédérations, il existait tous les catcheurs qui avaient disparu de nos écrans, qu'on pensait qu'ils faisaient plus rien, mais ils étaient dans des fédérations indie, ou ils étaient à la WCW, où ils faisaient plein de trucs. Et c'est vrai que ça a fédéré plus ou moins cette communauté de fans qui à l'époque était une communauté très sympathique, personne ou très peu se gueulait dessus. Maintenant ça a beaucoup changé, mais à l'époque vraiment on était tous là, émerveillés par tout ce qu'on découvrait sur internet. Mais ça tire de là. Pas seulement à partir de WN, il y a aussi eu le site Catch Online qui est je crois le plus vieux site français sur internet consacré au catch, fait par Eric Chesalvi. Tout le monde le connaît ce site. Voilà, c'est un des premiers sites 96 de 96, voilà, donc quasiment 2 ans avant AWN 2000. Donc, mais bon, c'est vrai que ce site. Disons qu'AWN avait peut-être un peu plus de dynamisme dans le sens où. Ouais, parce que nous on collait à l'actualité, et lui il voulait absolument pas coller à l'actualité, il voulait garder ses secrets et tout, ce qui dans le fond est plutôt intelligent parce que vaut mieux ne rien savoir en regardant les cassettes plutôt que de lire tous les résultats. Mais ça bon, c'est sûr. On était tellement excités par cette masse d'informations qui tombait sur nous que. Voilà. Mais c'est sûr. Ça s'est fait, on a essayé de suivre exactement la même équipe. Enfin, il y a toujours, c'est simple avec moi, il y a toujours mes deux compères, enfin un peu moins ces dernières années. Mais à mes débuts, c'était toujours Naniwa et Ishtu69 qui a disparu depuis également de l'internet, enfin qui est un peu moins présent. Et on est arrivé, moi j'ai rencontré Jubert au tout début quand j'ai commenté sur RTL 9. Il m'avait félicité, j'ai découvert que c'était un ex-journaliste et tout, alors on avait sympathisé, puis il m'avait proposé l'idée de créer ce site qui ferait site de news et tout. Et à l'époque, je sais plus, lutte.com, qui était le site de news par excellence, a fermé un week-end comme ça, sorti de nulle part. Je sais plus comment s'appelait le webmaster, enfin il a annoncé que ça fermait et tout, et puis nous on allait créer Catch Express d'ici quelques semaines. Et finalement on a annoncé le lancement et puis on s'est lancé là-dedans, quoi. Et voilà, mais par contre, pour dire qu'effectivement les gens ont passé énormément de temps, mais alors nous, vous imaginez même pas le temps qu'on a passé sur ce site, quoi. Mais je veux dire, c'est des heures et des heures et des heures. En cette époque-là, quoi, on rentrait chez nous, on posait notre sac d'école parce qu'on était encore à l'école, et on commençait à les reports de Nitro direct, les reports des pay-per-view, les reports de Raw. Ça a été un succès parce que. Je pense qu'on était le premier site avec des gars qui vraiment se donnaient à 100% pour essayer de coller à l'actualité le plus rapidement possible. Bon, je sais juste que, moi je suivais simplement les trucs sur les newsboards pour les news et le reste je m'intéressais pas vraiment. Moi je faisais mon truc. Moi ça m'a toujours amusé de jouer au journaliste de catch et je faisais vraiment ça pour le plaisir, quoi. À partir du moment où ça m'a fait chier, j'ai arrêté et c'est pas. Et donc voilà. Maintenant, je suis sur Infolu et sur le site de la ICWA, icwacatch.com, où je réponds sur le forum « Posez vos questions à Christophe ». À l'époque, ce Catchmaniac était déjà pas mal en perte de vitesse par rapport à Internet, quoi. Tu pouvais déjà trouver toutes les cassettes que tu voulais. C'était plus dur. À l'époque, tu pouvais pas trouver de la ECW comme tu voulais, mais si tu cherchais bien, t'en trouvais. Et pareil pour d'autres fédérations, quoi. Mais, donc ils étaient un peu en perte de vitesse, mais je ne me souviens plus du tout de la personne qui avait lancé le projet. Je me souviens de la personne, mais je me souviens pas de son nom ou de son surnom sur internet. Je sais juste que elle s'était vraiment bien investie dans le projet. Il s'était pris. En fait, toi, tu participais au projet, mais c'est pas toi qui en étais à la tête. Ah non, pas du tout. Moi, je suis jamais à la tête de rien. Moi, je ne prends jamais aucune responsabilité. C'est simple, c'est ma ligne de conduite parce que je n'aime pas les responsabilités. Et donc voilà, le mec, il avait créé ça, évidemment. Comme chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il faut que je sois dedans, quoi. Comme je sais une pas bonne poire. Pourquoi les gens, voilà, absolument. À chaque Comme fois, cet après-midi avec la DFC. Exactement. Dès que quelque chose se fait, j'en suis content. Moi, je participe un peu à tout, quoi. Mais voilà. Et est-ce que ça n'a pas continué, c'est parce qu'il y avait vraiment une vraie opacité du côté de Catchmaniac qui laissait la personne qui s'occupait de ça, Catchmaniac laissait tout faire. C'est-à-dire il devait imprimer, faire la mise en page, tout. Et à la fin, c'est Catchmaniac qui revendait le truc et qui se mettait tout le fric dans la poche. Tout le fric, je sais pas, il n'y a pas dû avoir des milliers et des cents. Je pense pas. Ça c'est certain, mais je veux dire, vraiment, il n'y a jamais eu, les mecs ils disaient même pas combien ils en vendaient, quoi. Alors que tout le travail était fourni par une tierce personne
qui vraiment se donnait énormément de mal pour que ça soit quelque chose de bien. Et je trouvais que c'était vraiment c'était en vrai un bon fanzine, je trouvais, pour l'époque, un bon format, il était vachement grand, il y avait plein de pages, des résultats de Nitro, de Ra ou des off-show. Donc c'était adapté à l'époque pour beaucoup de gens et beaucoup de fans sûrement qui n'avaient pas internet. C'était l'idéal parce qu'il y avait tout, ouais. Et exactement. Puis au bout déjà au deuxième, ça avait déjà commencé à partir un peu en sucette, la moitié des articles, c'était moi qui les avais écrits quasiment. Et l'autre moitié, c'était, je me demande si c'était pas David Jouan, enfin je peux me tromper, mais bon. Enfin déjà au deuxième numéro, il y avait déjà moins de monde parce que c'est vrai que ça demandait, c'est quand même long d'écrire des articles et effectivement il n'y avait aucun retour de Catch Maniac, rien du tout, donc c'était vraiment voué à l'échec. Qu'est-ce que tu penses de Génération Catch aujourd'hui, le fanzine? Moi j'aime beaucoup. Forcément j'y participe, alors je peux pas dire du mal. Non, moi je trouve qu'il est vachement bien, beaucoup plus ambitieux que le premier, la première version qui n'a de toute façon rien à voir avec vous, donc forcément vous alliez pas faire la même chose quoi. Mais le fait de mettre de la couleur et tout, la couverture m'avait vachement impressionné au premier numéro, bon au deuxième, au troisième je le dis pas, mais évidemment bon, j'étais plus surpris, mais je veux dire il y a vraiment, j'ai trouvé plus d'ambition que dans le précédent et c'est vrai que c'est vachement mis en page. Par contre si je devais émettre une critique, parce qu'il faut que je sois honnête, je trouve que vous l'utilisez quand même un peu trop pour faire de la promotion en tout genre, notamment pour le show 2FC où il y a, je sais plus, 5 pages ou 6 pages. En même temps, après, vous faites pareil pour la ICWA, il n'y a pas de problème pour Southern Resolution, ou Révolution, putain, Résolution. Ça, c'est l'avancée, excusez-moi. Donc, ouais, donc je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop et que peut-être essayer d'avoir plus d'articles différents. De personnes différentes quoi. Je pense que si vous pouvez essayer de trouver peut-être un ou deux reporters pour les shows européens. Oui. Pour qui se déplacent avec des photos. À la base. Sans doute aussi parce que vous vous rendez compte que finalement les gens se rendent pas compte à quel point le catch en France, même s'il est complètement éteint et sous-médiatisé, oui si tu veux. Il se passe quand même quelque chose et il y a quand même effectivement des shows assez régulièrement et on peut assez facilement trouver un show de catch en France, presque par mois, qui vous vaut presque le coup, disons. C'est sûr que tous les shows ne valent pas forcément le coup, mais si on est fan de catch, enfin moi j'ai toujours dit qu'on trouvait du plaisir. J'ai vu des shows avec des catcheurs inconnus au bataillon et je me suis quand même bien marré quoi. Bon, ça participait, les mecs à côté étaient complètement sous, c'était la campagne profonde, mais on s'amuse quand même. Enfin, ouais. C'est mon point de vue. Les gens balanceront peut-être. Je t'en prie, prochaine question. Next question. Enfin, disons que j'étais un des fans qui essayait un de ceux plus actifs et qui essayait de faire des choses, je sais pas, constructives pour faire avancer le mouvement. Comme par exemple d'écrire à RTL 9 à l'époque. Bon, maintenant les gens qui disent ouais on va écrire à M6, tout le monde se fout de leur gueule. Bon. C'est normal, enfin c'est normal oui et non, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas normal qu'on se foute de leur gueule, mais c'est normal qu'on n'y croit pas. Et je veux dire, à l'époque, on avait, avec AWN, on avait créé RTL 9, et on n'y croyait pas, mais la chaîne, en interne, ils réfléchissaient et tout, et le fait qu'on ait écrit avec AWN, ça les a décidés, et ils se sont décidés à acheter le programme. Et bon, c'est peut-être ça qui m'a permis d'avoir le poste ensuite de commentateur. Mais c'est pas parce que j'étais le fan numéro 1. Je crois pas qu'il y ait vraiment de fans. Non, pour mettre ça, malheureusement, j'ai jamais eu d'autre vie que pour le catch. Donc c'est clair que depuis tout petit, moi, il y a une chose qui me motive, c'est essayer de faire ma vie dans ce milieu. Ouais, et c'est respectable. C'est sûr, Edouard Carpentier et Guillauret. Par contre, à l'époque, je me souviens que je l'ai détesté. Je l'ai trouvé chiant et je trouvais qu'il parlait pas assez de catch. Comme ce qu'on me reproche beaucoup en ce moment. Et c'est vrai qu'en regardant les cassettes, je me rends compte que les mecs, Guillauret, il se lâchait, mais comme un fou, quoi. Souvent, il disait à Carpentier, ouais, toi tu fais ça avec ta femme et tout. Moi, je saute de la 3e corde comme Snuka, de la penderie sur ma femme le dimanche. Il sortait, mais des trucs de fou, quoi. Il parlait des prostituées. Mais vraiment des trucs dont on n'imagine même pas. Et je suis sûr dont personne ne se souvient, quoi. Moi, j'ai encore des preuves en cassette. Mais par contre, en grandissant, après, une fois qu'ils étaient plus là, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça me manquait beaucoup. De la rudesse, c'est très dur avec son corps, et plein d'expressions comme ça d'Edouard Carpentier qui m'ont manqué quand Rougeau est arrivé. Puis bon, après, par contre, c'est vrai que en écoutant, Rougeau était quand même pas si mauvais que ça. Mais le gars qui m'a le plus marqué, à mon avis, c'est Joey Styles.
aux États-Unis, parce que comme vous l'avez peut-être lu dans le Génération Catch, où je parle de Barley Legal, quand j'ai découvert Joey Styles, moi, ça a été, je me suis dit putain, si un jour j'arrive, j'ai toujours rêvé de faire commentateur de catch, si un jour j'arrive à faire ce métier, je veux faire ça comme lui, quoi. Alors bon, je peux pas dire que j'y arrive vraiment, mais j'essaye plus ou moins de faire mon Joey Styles qui imite un peu Jim Ross, enfin voilà, c'est un mélange de tout. Ouais, c'est pas le plus mauvais. Joey Styles, ouais. Mais pour moi c'est la référence de qui se fait de mieux. Donc pour ceux qui connaissent pas Joey Styles, c'était le commentateur de la ECW, ensuite de la Major League Wrestling, enfin MLW. Et XPW aussi entre temps. Ouais, je crois pas qu'il ait fait un show, je crois qu'il a fait avant de se barrer. Oui, il a fait un show et 2-3 shows. Toi, oui, tu es le show. Toi, tu es le fan XPW de France. Ouais, voilà, le seul. Le seul. Européen même, peut-être. Non, en Europe, il y a quand même en Angleterre, ils ont quelques fans. Aucune formation. Ne faites pas ça chez vous. Faites des études. Allez à l'école. Ne faites pas comme moi. Et non, comme j'ai dit, ouais, on avait fait une campagne de trucs. Pour demander du catch sur RTL 9. Et RTL 9 donc connaissait AWN. Et me considérait comme le meneur de cette troupe, vu que j'étais le rédacteur en chef et que bon, voilà. Et ils ont commencé à diffuser du catch. Ils m'ont envoyé un communiqué de presse en disant voilà, mettez-le dans votre newsletter et tout, faites la pub pour l'émission. Je me suis exécuté, mais dès le premier jeudi de la diffusion de l'émission, le lendemain, j'ai reçu un article, je sais plus de qui c'était, et qui était incendiaire sur l'émission, balançant sur que les commentateurs ne savaient absolument rien, les mecs ils savaient pas les noms des catcheurs, pas le moindre nom de prise, rien du tout. J'ai lu cet article, bon il était pas long, je l'ai encore dans un AWN, et je me suis dit mais putain c'est pas possible quoi, ils passent une émission et ils arrivent quand même à nous faire chier avec quoi. Alors j'ai envoyé un email très poli, hein, il faut toujours être poli lorsqu'on envoie des emails à la télé. Et j'ai dit, écoutez, c'est pas possible, vous passez une émission de catch et vous mettez deux mecs qui n'y connaissent absolument rien, comment voulez-vous que ça peut pas marcher quoi. Alors je leur ai dit, si vous cherchez quelqu'un pour vous donner des infos, des trucs comme ça, sachez que je suis là, que je suis disponible et tout. Et 2 jours plus tard, je regarde mes emails et je vois une réponse de Vincent Godel, coordinateur RTL 9, qui est parfois encore sur le générique de Puissance Catch, qui me dit, et justement, on cherche quelqu'un, un des 2 commentateurs va s'en aller et il faut le remplacer quoi. Appelez-moi très rapidement. Il faut venir à Paris faire un casting et tout, j'y ai cru. Je l'ai rappelé tant bien que mal avec une voix tremblante. Je suis allé à Paris, j'ai fait le casting, finalement j'ai été pris grâce à Philippe Chéreau, parce qu'au début, étant donné que j'ai une voix très infantine, il voulait pas me prendre, mais Philippe Chéreau, il a dit écoutez, le mec il connaît les catcheurs et tout, bon. Philippe Chéreau, lui, il savait même pas que des fans de catch existaient, donc quand je lui ai sorti que Vampiro était canadien, spinning heel kick, saut chassé, coup de la corde à linge, c'est bon quoi, j'étais le dieu du catch pour lui. Alors il a dit bon, quand même, il en sait quand même plus que Tristan qui était là avant moi. Il faut dire qu'il comparait Bret Hart à Braveheart. Yes, Braveheart, ouais. Et puis non, il comparait Jeff Jarrett avec Bono. Enfin ça c'était Philippe Chéreau, mais bon ça lui arrive encore ça. Mais donc voilà, donc ils m'ont pris malgré quelques discussions et donc je suis devenu commentateur de catch. Et ensuite, ton rôle dedans peut-être. Alors mon rôle dedans c'est que j'appelais quasiment tous les jours pour inciter, enfin pour parler aux personnes qui achètent les programmes à RT9 pour leur dire ouais il faut acheter ça, faut acheter ça, faut acheter ça. Et chaque fois que je téléphonais on me disait ouais c'est signé la semaine prochaine, c'est signé la semaine prochaine. Finalement ça a duré je crois 8 mois en tout. Bon entre temps il y a eu le 11 septembre, nos amis américains ont été... il y a eu quand même un moment où tout s'est arrêté aux États-Unis, il n'y avait plus aucune... ils communiquaient plus avec le reste du monde, quoi. Ils étaient refermés sur eux-mêmes, il n'y avait plus de négociations qui tenaient, c'était le 11 septembre qui primait. Bon, ça, et donc ça a fait encore durer les choses, et donc j'ai pas eu plus de rôle que ça, mais bon, j'ai poussé le plus que je pouvais, parce que d'une part, je voulais évidemment récupérer mon job, mais aussi parce que c'était quand même une époque où il n'y avait pas du tout de catch en France, et je trouvais ça désolant. Donc, ou vice versa. Non, mais Philippe Chéreau, c'est clair, il est pas fan de catch, et il s'en cache pas. Mais par contre, il est journaliste de profession, il a fait des études de ça, il est expérimenté, il a plusieurs dizaines d'années d'expérience malgré son jeune âge, même s'il fait très vieux. Et moi j'ai énormément de respect pour lui, et
quand je regarde ou que je réécoute parfois des toutes premières émissions et quand je vois les émissions de maintenant, je trouve que s'il n'y avait pas eu Philippe Chéreau, mais l'émission, enfin, ça serait vraiment pourri, quoi, je pense. Si on m'avait foutu moi ou deux fans de catch complètement inexpérimentés, mais ça serait parti vraiment en vrille pendant. Parce que au début, évidemment, je connaissais les trucs, mais je commentais n'importe comment. Mais s'il n'y avait pas eu Philippe Chéreau pour m'apprendre les petits trucs, pour l'observer et tout ça, je me serais pas amélioré. Et c'est vrai que Philippe Chéreau, lui, n'est pas fan de catch, et c'est vrai qu'il fait chier les fans de catch. Mais il faut comprendre que la télévision n'est pas fait que pour les... Enfin, le programme en soi n'est pas fait que pour les fans de catch. RTL 9 tente d'attirer le plus de gens possible et de les retenir sur cette chaîne. Donc il faut un gars qui démocratise le truc, qui vulgarise, ça se dit. Le truc. Tout se dit sur une chute interview. Ouais, surtout à cette heure-ci, quoi. Si ça se dit pas, excusez-moi, mais il est tard. Donc voilà, oui, Philippe Chéreau, parfois c'est sûr, alors les gens disent souvent, ouais, il a dit fait chier et tout, mais bon, quand je dis fait chier à Philippe Chéreau dans l'émission, c'est juste mon rôle de méchant et de petit jeune un peu arrogant que je fais par rapport aux petits vieux tranquilles, quoi. Mais d'ailleurs, il y a, sincèrement, le truc du heel face, on l'a fait à fond à la WCW, vraiment, on allait au bout de cette idée, je veux dire, jusqu'au point où Philippe presque était en larmes lorsqu'un de ses favoris pleurait. Maintenant, je pense qu'on a vraiment évolué vers un commentaire où je continue à défendre les méchants, où Philippe continue encore à défendre les gentils, mais où je suis quand même de plus en plus objectif dans mes commentaires, où j'essaye de présenter ça un peu, je sais pas, un peu à la Joey Styles toujours. J'y arriverai jamais, mais je continue à essayer. Joey Styles est un grand commentaire. C'est pour ça que on continue quand même à avoir des favoris et tout ça, mais je crois pas que ce soit en même temps dans la réalité du public. À mon avis, les gens qui regardent le catch, les connaisseurs, il y a quelques mois quand Jericho était heel, les vrais fans de catch aimaient quand même être Jericho, qu'il soit heel ou pas, alors que les gens qui ne sont pas fans de catch comme Philippe Chéreau et qui pourraient regarder ça plutôt pour se divertir, sont quand même plus fans de Goldberg parce que c'est Goldberg, parce que c'est le gros bœuf, voilà. Donc au final, moi je trouve plutôt que généralement les fans aiment plutôt les heels et les pas fans aiment plutôt les mecs gentils parce qu'ils s'arrêtent juste au fait qu'il est gentil et justement il défonce tout le monde. Et moi je fais ça parce que c'est ma passion et donc c'est pour ça que j'essaye d'y mettre ma sauce et voilà comment je le vois, quoi. Je n'ai pas du tout répondu à ta question, quoi. L'heure avancée me fait partir dans des délires. Ouais, non, en fait, non, mais je faisais juste la comparaison, en fait, pour le coup. Il a un talent d'animateur, même s'il ne connaissait pas les prises. Il faut aussi, le tout n'est pas de savoir le nom des prises, hein, parce que sinon, je pense que ça serait un peu trop facile. Mais non, oui, peut-être, je sais pas. Mais déjà à l'époque. Cette question te fait chier, quoi. Non, elle me fait pas chier, mais j'ai du mal à me mettre en tête si. Enfin, moi, j'ai jamais réfléchi à ça, sincèrement, ce côté-là. Je pensais pas innover de ce côté-là. Elle se passe tout simplement. J'arrive très très tôt le matin dans les studios d'AB, là où était enregistré le Club Dorothée à l'époque. Et je commence par regarder les cassettes de Raw. Enfin, pour ceux qui commencent à hurler, je ne les regarde pas en entier, je fais que regarder les combats qu'il y a et un petit peu les entrevues, parce que c'est pas si facile qu'on croit de traduire les entrevues des catcheurs avec un casque sur la tête, les catcheurs qui parlent. Et toi ensuite le retour dans le casque, donc j'essaie quand même d'écouter un peu l'entrevue avant. Je note les combats, je fais quelques petites recherches sur internet pour essayer de peaufiner quelques trucs ou voilà. Et ensuite Philippe Chéreau arrive, il arrive les mains dans les poches et il s'assoit. Je lui dis bon, aujourd'hui dans cette émission il y a ça, il y a que 2 combats, oh putain ils font chier. Voilà, il y a 4 combats, oh putain, tu vois un peu son œil frétillé et voilà, et on commente. Bon, c'est vrai qu'on fait pas ça. Ça aussi, un autre truc par rapport à tous les autres duos de commentateurs jusqu'à présent qu'on ait connus en France, c'est que des duos de commentateurs payés par les fédérations. Que ce soit Rougeau, Carpentier, Guillauret, les studios de la fédération, suivant les storylines des fédérations. Et alors que nous, c'est vraiment de l'artisanal complet, quoi. On est 2 Français isolés du reste du monde et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Enfin, non, c'est pas vrai, ce serait faux de dire qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut parce que enfin, Philippe est professionnel, moi j'essaye de l'être, mais
on se donne à fond, mais je veux dire, par rapport aux autres commentateurs, on n'a pas toutes les structures derrière. C'est pour ça que nous, on commente les émissions comme Philippe commande de la NASCAR, quoi. Ça, c'est AB qui fait ça, quoi. Et une question. Pas spécialement, pour être franc. C'est assez pour vivre ou pas? Assez pour vivre. À l'heure où est réalisée cette cassette, je vis encore chez mes parents. Est-ce que ça répond à votre question? Donc non, c'est plus de l'argent de poche que... Non, c'est pas plus de l'argent de poche, c'est quand même... faut pas cracher sur l'argent, mais honnêtement, moi je suis un idéaliste, je suis un peu bête peut-être. Mais pour l'instant, je pense pas à me faire un max de thunes, j'ai surtout envie de connaître le plus de choses possible dans le catch et essayer de m'investir le plus possible. Est-ce que déjà rien que ce job peut te permettre de gagner je pourrais vivre, mais pas aisément. Il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins, quoi. Moi, je pourrais vivre avec ça, mais j'aurais pas la belle vie, j'aurais pas une piscine, pas une super bagnole. D'ailleurs, je sais pas une super bagnole. Et voilà, quoi. Mais moi, je me plains pas du côté de l'argent. Bien qu'on demande régulièrement des augmentations qui nous sont refusées. Est-ce que tu as des groupies? Oui, j'en ai une groupie, qui est très connue dans le sud-ouest, bien qu'elle habite le sud-est, mais bon. Non, pas du tout, mais en même temps, moi, la majorité de mes potes étaient fans de catch à la base, ou le sont devenus en me connaissant, ou ont appris à le devenir après, et voilà quoi, mais des amis en plus, alors là, carrément pas, tout le monde s'en fout de ce que je fais. C'est vrai qu'au début, tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je commente le catch, oh d'accord, bon, 3-4 questions, et puis après tout le monde s'en branle, d'autant que bon, on voit jamais ma gueule, donc effectivement, on entend juste ta voix, et le catch c'est truqué, bon voilà, ça s'arrête là. Et puis pour les filles c'est pareil, je veux dire, commentateur de catch, c'est pas vraiment le métier qui en jette, quoi, faut dire. Regarder des mecs en slip qui se battent, ça marche pas spécialement pour séduire le sexe dit faible. Ok. Le plus beau jour de ma vie. Les fans verront à la fin de la vidéo quelques images de ça. Peut-être, parce que étant fatigué, n'ayant pas dormi la veille, je devais ramener des vidéos, je les ai pas ramenées. On va y réfléchir. Mais si tout va bien, elles devraient arriver, enfin peut-être. De retenu, le plus simple, ça serait d'aller sur catchclub.com et d'aller lire l'article le jour J avec un J majuscule, ou je sais plus le titre. Parce que ça résume bien la journée, quoi, j'ai l'impression. Parfois même je vais sur le site et je le relis, tellement je suis nostalgique. Non mais bon, c'était une journée hallucinante, quoi. Je débutais sur RTL 9, et je débutais pas, mais c'était notre première année, je crois. Et on arrive là-bas, et bon, Philippe Chéreau, lui, il était là, c'était le vrai journaliste, il s'en foutait. On arrive direct dans l'hôtel des catcheurs, il va voir Flair, ouais Flair, ça va et tout. Je fais, mais t'es fou Philippe, attends c'est Flair, tu peux pas lui parler comme ça. Moi j'étais tout timide au début, bon la journée passant, après je suis allé plus vers les catcheurs et tout, j'ai essayé de jouer plus le rôle du journaliste que du fan ébahi devant les vestiaires, mais bon, quand Sharon Sidello, cette magnifique responsable de la WCW, Jérôme Pourrut, témoignera de sa gentillesse et de sa vraie sympathie pour les gens qui s'intéressaient à la fédération. Nous a ramené Ric Flair, moi j'étais dans un autre monde, quoi. Et sur la cassette on voit Chéreau qui essaye de me parler, qui dit je lui posera une question et moi je lui réponds yes, je réponds en anglais parce que je suis dans un autre monde, quoi. Et les questions que je pose à Ric Flair d'ailleurs sont complètement pourries, je m'en voudrais toute ma vie, mais bon, j'ai quand même des images de moi à côté de Ric Flair et je suis extrêmement fier, ça rime. Ouais, c'est normal. Alors pour ce qui s'agit des shows WWF ou WCW que j'ai vu en Allemagne ou en Angleterre, le truc qui m'a effectivement marqué, c'est que je n'ai absolument rien retenu des combats. C'était plus un voyage initiatique, aller voir du catch à l'étranger, aller voir des grandes fédérations. Sauf évidemment le show de 93 à Percy qui était mon premier show de catch. J'avais 13 ans et là c'est sûr je me souviens quasiment de toute la carte. C'est pas compliqué, hein, je dirais Trinkers contre Nasty Boys, Yokozuna, Jim Duggan ou Bob Backlund, Shawn Michaels, c'est difficile à oublier, quoi. C'est pas des trucs qui s'envolent dans le temps, c'était des trucs bien de l'époque. Mais sinon c'est vrai que le truc en y repensant maintenant, qui me choque effectivement, c'est que malgré le fait que j'ai adoré ces shows, c'est surtout le fait que j'étais avec des potes et que on faisait les cons et que on se marrait comme des malades. Et le premier show qu'on était allé voir en Allemagne avec des potes à plusieurs, à la fin on a attendu le bus des catcheurs à la sortie de la Oberhausen Arena et
Au début, on a juste vu Nick Patrick dans le bus, j'étais tout fou que Nick Patrick me fasse coucou. Ensuite, il y avait Terry Funk, Scott Hall, qu'on a abordé tout à l'heure, mais hors caméra, désolé. Et donc, plein de trucs comme ça, et ça, je retiens surtout, quoi. Les en dehors, le fait qu'on chantait en Allemagne dans les rues, des chants à la con, quoi. Ce genre de trucs, mais pas les mêmes chansons, quoi. Ok. Très peu Rares sont ceux qui adorent quand même 100%. Je veux dire, il y en a beaucoup qui aiment, mais bon, tu peux pas, enfin, je suis pas certain qu'il y en ait vraiment énormément qui adorent en tout tout cas, ce que fait la VS. Ça existe depuis Pareil pour longtemps, ils ont ce mérite-là. Ah oui, mais moi je critique pas. Il Si on me demande mon avis, je trouve ça même une fédération plutôt pas mal. Et j'ai rarement été déçu par les shows que j'ai vus de la VS. Récemment, j'ai vu Soka qui balançait sur Catch, enfin récemment. Alors, lorsque la cassette sortira, ça fera déjà pas mal de mois, c'est à mon avis, enfin je sais pas combien de temps vous prévoyez. Mais Soka qui balançait... comme ça. Soka quelle journée? Ah, le jour J du débarquement. Bon, on est le lendemain maintenant. Non, c'est ça que tu retiens aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut retenir. Le 6 juin, c'est quoi le 6 juin? C'est le jour du débarquement. Eh oui, attends, je suis CWA, merde, Boosty va avoir la cassette. Non, bon, ouais, la VS, moi j'ai toujours été, tous les shows que j'ai vus, rares sont ceux qui m'ont déçu, même où il y avait des catcheurs moins cotés que quand c'est Armetcher, Nikita, Vesna et compagnie. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est pas... Enfin, c'est un style différent de ce que... Tu as déjà été animateur pour la WS? Oui, j'ai déjà été animateur pour la VS. Ça s'était bien passé, les relations avec Flash Gordon, avec les parfaitement, mais parfaitement. Mais en même temps, je sais pas, moi ayant aucune confiance en moi, j'ai toujours l'impression que comme je suis à la télé, les mecs, forcément, ils viennent me voir et ils font ah ouais, ça va et tout. Enfin, on me parle comme si j'étais le Messie et j'ai l'impression que dans mon dos, c'est un con et tout ça. Donc je sais pas ce qui est le vrai du faux, mais par contre, j'ai toujours eu des bonnes relations avec Flash Gordon, avec Gilles de Dabo, le président de la VS, qui je sais pas, enfin qui me respectent et qui aiment bien quand je viens à leur show, qui me demandent pas vraiment leur avis, mon avis, ils s'en foutent de mon avis, mais voilà, ils sont contents de me voir et qui me serrent la main et qui sont heureux quand je me pointe avec 15 spots pour foutre le bordel dans les shows VS en Alsace, quoi. Et donc j'ai été commentateur déjà 2 reprises pour la VS, pour le grand show de Thaon-les-Vosges, qui est un des plus grands shows en Europe actuellement, puisqu'il réunit plus de 1200 personnes chaque année, quoi. Et donc voilà, je commente tous les ans pour une chaîne locale et j'espère le faire encore l'année prochaine et ça se passe toujours très très bien. Voilà. Donc quelques heures, je vous ai dit que je ne prenais aucune responsabilité. Donc ce poste de vice-président, c'est un peu le vrai qui prend toutes les responsabilités, qui se fait vraiment chier, tout c'est Boosty, quoi. Moi je suis un peu la vitrine légale du truc, quoi. Enfin pas la vitrine, mais c'est vrai que voilà, c'est écrit ça juste vice-président. Non, je m'implique énormément, mais pas autant que je le devrais, parce que je suis une merde et que je ne prends effectivement pas assez de responsabilité. Oui, enfin si je me suis engagé avec Booster au début là-dedans, c'est effectivement parce que lui, il a quand même appris le catch avec Edouard Carpentier, il a une certaine expérience et tout, et il connaît quand même énormément de catcheurs européens, de promoteurs européens, et c'est vraiment... Enfin, je veux dire, sans lui, c'est clair que la ICW aurait pas pu faire. Moi, j'aurais pas pu faire tout ce qu'il fait tout seul. D'ailleurs, je fais quasiment rien. Donc, mais c'est lui qui lance tout. Et quand il a lancé ce truc, c'est en grande partie parce qu'il était là au début que je me suis lancé là-dedans et que j'ai accepté de prendre ce poste de vice-président. Donc, il veut pas dire grand-chose parce qu'on n'est qu'une association, quoi. En fait, mon vrai rôle, c'est de commenter les choses et d'essayer de défendre plus ou moins le projet. Et sur le long terme, lorsque je serai peut-être un peu plus mature et avec un peu plus d'expérience, de le monter vers d'autres cimes. Et donc par là, je pense effectivement qu'on a un avenir certain. Et j'espère un jour pouvoir proposer un show de télé ICWA ou européen, mais d'où la base aura été le projet ICWA. Okay. Bon, en attendant, personne à l'époque, une fois de plus, ne se bougeait les fesses pour faire autre chose, quoi. Donc c'est toujours bien beau de critiquer. Boosty s'est lancé, moi je l'ai suivi. Je prenais pas énormément de risques en le suivant, on s'est fait bien casser. On a commencé doucement, on a pris notre temps. Vous avez voulu plutôt commencer direct en trombe, grosse campagne de communication et tout ça. C'est pas plus mal, c'est une méthode plus américaine, nous on est plus franchouillard, vous faites du Bayrou, nous on fait un peu plus avec son bus il y a 3 ans, je sais plus pour quelle élection c'était. Non oui, voilà, vous êtes allé dans cette version plus rapide, tout de suite en se plaçant, en voulant se placer
en voulant peut-être d'ici quelques mois vous placerez. Pour l'instant, c'est voulant se placer comme quel est le slogan déjà? Le renouveau du catch en France. Non, la nouvelle génération du catch en France. Je l'ai dit 4 fois pendant le show, je devrais quand même le retenir. Et ça, c'est vrai que ça, effectivement, mesdames et messieurs, si vous ne le savez peut-être pas, ça a fait peut-être grincer quelques dents au niveau du catch français. Pas forcément au niveau du catch français, au niveau des personnes un peu impliquées dans le catch français sur Internet. Et c'est vrai que ça un peu... Donc, oui, non. Il y a eu beaucoup de critiques sur les catcheurs qui venaient de la VXV, sur les catcheurs backyarders et compagnie. Et c'est vrai que moi-même, les catcheurs de la VXV ou la VXV en tant que tel, j'ai eu une très mauvaise image de cette fédération. J'ai pas encore eu l'occasion, je ne la verrai jamais à mon avis en live, vu que mon camarade Naniwa, qui est mon accompagnateur pour tous les grands shows d'Europe, a été une fois et à mon avis il n'y retournera jamais vu qu'il a été dégoûté à vie. Mais c'est pas vraiment le style de catch, c'était l'ambiance et compagnie qui l'a dégoûté, enfin bref. Bon, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'il était backyarder et tout ça. Moi je dirais qu'effectivement le point négatif c'est que c'est vrai que la grosse majorité du show était basée sur ce genre de catcheurs qu'on peut considérer comme backyarders, qui ne le sont pas forcément. On en parlait hors caméra, parce qu'évidemment on en a reparlé en mangeant, après manger, après le show. Évidemment on a parlé que de ça. Et c'est vrai que par exemple les 2 Italiens qui ont débuté le show ont fait un match très potable, même si c'est pas des catcheurs qu'on peut considérer comme professionnels, ou ils n'ont pas un physique incroyable et tout, mais bon, moi je suis toujours le premier à dire que le physique ne compte pas forcément non plus, quoi. Sinon Chris Benoit n'aurait pas été champion du monde 18 ans après ses débuts, enfin bref. Donc il y a ce côté-là, effectivement, où il y a le double truc, la nouvelle génération du catch, mais d'un autre côté, il y avait quand même ces catcheurs qui se sont donnés à fond et qui ont quand même livré un bon spectacle, mais qui ne sont quand même pas les top stars européennes, sauf évidemment pour Johnny Storm et Doug Williams, qui ont donné un main event assez incroyable, d'un niveau très bon. Et donc pour le show en tant que tel, moi je pense que effectivement pour les fans de catch, les fans de catch trouveront toujours à critiquer, c'est des backyarders, ouais ils sont trop maigres, ouais ci, ouais ça. Au final, à la fin du show, je suis obligé de m'incliner, les gens ont hurlé 2FC ou 2FC, je ne sais pas s'ils avaient pris ou non l'accent anglais. Vous avez eu droit à une ovation, vous avez été porté en triomphe, non pas tout à fait, mais presque quoi. Et à partir de ce moment-là, si les gens sont repartis heureux, je crois que il n'y a pas de question à se poser, quoi. Si les gens partent contents d'un show, que ce soit de la VS, de la ICWA ou de la 2FC, c'est que ça a été positif. En arrière, par exemple, je pense que ça se serait jamais fait. Bien sûr, et nous sommes d'accord avec ça. Je crois que si Booster n'avait pas été là pour commencer à booker des catcheurs étrangers, en France, on en serait toujours et même à la VS, quoi. Ils ont énormément évolué depuis que nous, on est là. Je veux pas dire que Flash Gordon pense nuit et jour à Booster et la ICWA pour faire ses shows, pour faire ses cartes. Mais à partir du moment où on a commencé à faire venir les Bambi Killer, les Kovac, Wolferman et les références un peu européennes, même étant old school, elles sont quand même appréciées du public parce que ils savent faire bouger les foules, ils savent catcher tout simplement, ils ont l'expérience. Seulement à partir de ce moment-là que Flash Gordon a commencé à faire venir Armed Chair, à faire venir Vesna, à faire venir Flying Dragon et d'autres catcheurs comme ça, parce qu'ils se rendaient compte qu'effectivement il y avait du potentiel dans les pays allemands, il y avait du potentiel en Europe, et que le public français pouvait également apprécier des mecs qui savaient catcher autrement que juste bras à la volée, coup d'arpin, comme notre ami un petit peu Scott Ryder, qui est sur la fin de sa carrière et qui continue à catcher, et qui continue encore à se faire détester, même si ses qualités dans le ring, elles sont pas énormes, quoi. Ok. Catch à la télé, à mon avis, on est parti pour avoir 1 heure de Raw, 1 heure de Hit pendant encore pas mal d'années, ou 1 heure de Velocity, ça dépendra de ce que choisiront les responsables de la chaîne. Et tant que, enfin ça je pense l'avoir déjà dit sur la cassette, je ne me souviens pas, mais tant qu'on n'aura pas de show européen à diffuser à la télé, ou de show français à diffuser à la télé, à mon avis ça ne changera pas, parce que le public français n'est pas éduqué comme le public américain, anglais ou allemand
et ne peut pas suivre les programmes de la WWE comme le font les Américains, les Anglais, les Allemands, parce qu'ils n'ont pas vécu l'explosion du catch. En France, les bases, c'est les années 50, enfin les grandes années, l'Ange Blanc et compagnie. Hulk Hogan dans les années 80-90, et ensuite c'est plus rien, quoi. Ensuite ça a disparu des esprits, les gens c'est les seuls souvenirs qu'ils ont, et ils vont pas raccrocher du jour au lendemain avec la WWE de maintenant, avec des interviews de Triple H de 12 minutes, des monologues, devrais-je dire, de Triple H de 12 minutes, des combats de simplement 3 minutes, des shows de plus en plus similaires, où par exemple, moi c'est vrai que je commande Velocity, et il arrive que 2 semaines de suite on voit exactement le même combat. Je veux dire, enfin bon, la WWE est peut-être très sérieuse, mais sur ce coup-là ils sont pas très regardants sur leur programme. Et donc à mon avis, tant qu'on ne pourra pas faire un programme spécialement conçu et créé pour les gens, les Français, les Européens, on va pas pouvoir améliorer la situation du catch à la télé, parce qu'il faut rééduquer entre guillemets les gens au catch, leur apprendre que c'est plus ce qui se passait dans les années 50, c'est plus seulement Hulk Hogan et les hommes forts. Il y a les points moyens, il y a du hardcore, il y a des trucs, et il faut leur faire rattraper le retard, quoi. Ensuite, le deuxième, le catch en salle. Alors le catch en salle, alors là je suis assez, je sais pas, sceptique, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas encore trouvé la recette miracle. Ça dépend. Pour l'instant, avec la ICWA, on a fait, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de shows déjà, c'est passé très très vite. Et à chaque fois, c'est d'autres surprises. On sait jamais, malgré la publicité des mecs, on sait jamais si on va avoir du monde ou pas du monde. On sait jamais comment les gens vont réagir à tel ou tel truc. Et je sais vraiment pas ce qui va faire qu'on va réussir à nouveau faire exploser le catch. À mon avis, un des seuls trucs qui pourrait marcher vraiment, ça serait de pouvoir baser la fédération quelque part en France et faire des shows toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou au pire tous les mois, toujours dans la même salle, avec toujours le même public, pour avoir le côté storyline qu'il y a aux États-Unis et tout ça, et essayer de créer ça dans plusieurs villes pour pouvoir tourner toutes les semaines dans une autre ville, mais y revenir tous les mois. Mais bon, à mon avis, c'est pas encore faisable financièrement, ça doit pas être facile. Honnêtement, j'ai pas réfléchi, mais bon, je pense que c'est l'avenir. Enfin, en tout cas, c'est vers ça qu'on devrait tendre si on veut essayer de démocratiser le catch dans les salles. Vraiment juste pour commenter le plus de shows possible, essayer d'avoir le plus d'expérience possible. Et contrairement à ce qu'on fait à la télé, je veux dire, commenter un show devant des gens, c'est 3000 fois plus stressant, et c'est incroyablement difficile. Et enfin, juste pour l'instant, j'arrive toujours pas à m'entendre commenter. Enfin, quand je regarde des cassettes, j'arrive toujours pas à m'entendre, je me trouve toujours pourri de chez pourri. Donc j'essaye d'en faire le plus possible pour essayer d'arriver à un point où je me trouverai un peu moins nul. Mais en ce qui concerne l'avenir, je me demande si d'ici quelques années, lorsque RTL 9 en aura marre du catch et que je ne serai plus à la télévision, j'ai tendance à penser qu'on me demandera un tout petit peu moins dans les shows de catch, parce qu'effectivement, je ne serai plus le commentateur de la télé. Et mes qualités qui avant étaient si incroyables redeviendront banales. Ouais. Ça sera, je pense, la conclusion, si c'était la dernière question. Ouais, merci beaucoup d'avoir fait cette première pas de shoot quoi. avec nous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir pas trop ennuyé pendant ces 4 heures d'interview. Non, ça n'a pas duré 4 heures. Et j'espère que personne ne s'est endormi derrière la caméra. Non, Merci, je déconne. Non, c'était très bien. Ok. Ouais, Merci pour tout. poignée de main, filmé. Et à la prochaine. Exactement. Et moi, non, pas. Caméraman. Ouais, la main gauche, ça porte malheur. Ah.